propose que nous débutions notre audition. Donc nous recevons, ou plutôt nous accueillons aujourd'hui une table ronde relative au commerce en ligne, commerce alimentaire bien sûr. Donc nous recevons Monsieur Romain Roy. Bonjour Monsieur, fondateur et président directeur général de Greenwiz. Monsieur Nathan Labatte, on dit, ou Labatte. Très bien, donc cofondateur de La Fourche. Monsieur Paul Lé, ça se prononce Lé, cofondateur de La Belle Vie. Donc merci beaucoup, messieurs, de votre présence. Je pense que vous connaissez les règles de notre commission d'enquête qui consiste à prêter serment avant d'être entendu. Je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible de peines qui sont prévues aux articles 434-13-14-15 du Code pénal, avec notamment 5 années d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Voilà, c'est dit. Donc je vais vous demander, l'un après l'autre, d'ouvrir vos micros, donc voilà, jusqu'à ce que le petit voyant rouge s'allume, de lever la main droite et de le dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je le jure. Donc, dans le cadre de nos auditions, nous sommes particulièrement intéressés à échanger avec vous, car vos entreprises, visiblement, concilient une politique de prix concurrentiel très intéressante et la construction d'une offre vertueuse de produits issus de l'agriculture biologique, le tout donc avec un support e-commerce. Donc nous souhaiterions savoir comment vos entreprises s'insèrent dans le secteur actuel de la distribution et comment vous appréciez le cadre législatif auquel vous êtes soumis. Est-il adapté? En tout cas, y a-t-il des éléments qui peuvent être améliorés? Comment notamment gérez-vous les promotions que visiblement vos entreprises pratiquent assez largement? Quels sont vos rapports avec les distributeurs? Avez-vous vous-même des remarques sur les marques distributeurs? Pratiquez-vous des marques distributeurs? Et en matière de négociation commerciale, comment vous êtes-vous intégré dans ce rendez-vous annuel et comment votre équilibre économique, comment votre business model se met en place dans le cadre de des règles et de la réalité de ces négociations commerciales. Alors, nous avons l'habitude de fonctionner en deux temps. Donc d'abord, nous vous donnons la parole et puis ensuite, Madame la rapporteure posera ses questions et mes collègues, en tout cas, la possibilité est ouverte aux autres sénateurs qui seront éventuellement présents. Je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que vous intervenez tous les trois? Oui. Oui. Donc on va vous donner peut-être 6-7 minutes chacun pour pas trop obérer le temps. Et puis ensuite, de toute façon, vous aurez l'occasion de compléter votre discours. Donc vous commencez, monsieur Roy. Très bien, je vous parfait. donne la parole. Merci. Est-ce que mon micro est bien positionné? Oui, c'est bon, vous m'entendez. Donc Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, bonjour. Merci de m'avoir convié à ces travaux. Je voudrais d'abord commencer par vous présenter Greenwiz, puisque je pense que notre modèle est suffisamment particulier, notamment sur la question des marges, pour ne pas pouvoir être abordé sans vous l'expliquer au préalable. Donc d'abord, qui sommes-nous? Donc Greenwiz, c'est une entreprise que j'ai fondée en 2008 à Paris, sur la base d'une conviction simple, ce qui était de rendre les produits bio et éco-responsables accessibles au plus grand nombre, en ligne et à des prix justes. En 17 ans, nous avons réussi à construire un des leaders européens du e-commerce bio spécialisé. Je vais vous donner 3 dates comme repère chronologique un petit peu. En 2009 d'abord, première date importante pour nous, puisque nous déménageons et nous nous installons sur les bords du lac d'Annecy, où nous nous trouvons toujours à l'heure actuelle. Deuxième date importante, 2016, date à laquelle Greenwiz rejoint le groupe Carrefour. Ce rapprochement nous permet d'accélérer notre développement et de bénéficier d'appui sur les fonctions transverses, les ressources humaines, le juridique, les achats non marchands, tout en conservant notre identité, notre politique commerciale, notre politique de sélection et notre autonomie opérationnelle sur les décisions commerciales. Dernière date importante, 2021, à double titre, puisque d'une part, en 2021, nous lançons une extension de notre modèle, c'est-à-dire une place de marché. J'y reviendrai tout à l'heure, puisque c'est important dans le cadre des discussions que nous allons avoir aujourd'hui. Et également parce que nous devenons en 2021 entreprise à mission, société à mission, ce qui nous permet de formaliser dans nos statuts nos engagements envers la transition alimentaire et écologique. Je vous précise également, mais vous le savez, que Greenwiz fait partie d'un groupe coté et que donc je serai relativement limité dans ma capacité à vous donner des chiffres précis. Je vous donnerai ou des estimations ou des fourchettes, mais bien entendu, vous aurez tous les chiffres
détaillé et précis dans le questionnaire que vous nous avez fourni et qui vous sera renvoyé. Donc aujourd'hui, pour situer un peu où nous en sommes, Greenwiz, c'est un chiffre d'affaires en France de plusieurs dizaines de millions d'euros, avec 170 000 références au catalogue et une équipe en France d'une 50aine de personnes. Nous opérons tout depuis notre siège qui se trouve donc à Saint-Joriot, sur les bords du lac d'Annecy. Et toute la partie logistique est réalisée par 2 prestataires externes. Une partie qui se trouve à Évreux, qui gère l'ensemble de notre offre ambiant, c'est-à-dire tout ce qui est sec, et un entrepôt à Rungis qui gère toute la partie fruits et légumes et frais. Voilà. Sur le plan opérationnel, notre organisation, comme dans tout e-commerçant, repose sur 3 principaux piliers. La sélection et le référencement des produits, toute la partie logistique e-commerce et la relation client au sens large, depuis l'acquisition jusqu'à la fidélisation et le support client. Tous ces piliers sont gérés en propre, à part la logistique qui est externalisée, mais que nous gérons quand même au quotidien, ce qui nous permet d'avoir une visibilité directe et précise sur nos coûts et donc sur la réalité de nos marges. Important de vous préciser que la nature de notre relation avec Carrefour. Donc comme je vous l'ai dit, nous bénéficions d'un certain nombre de synergies avec le groupe, principalement sur les fonctions support. Tout ce qui concerne les négociations commerciales et la politique commerciale, nous le gérons en direct. Donc nous négocions directement avec les fournisseurs. Seule exception à cette règle, 8 fournisseurs, sur un total de plus de 170 fournisseurs avec lesquels nous travaillons, qui représentent, ces 8 fournisseurs, environ 5% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est une toute petite partie en fait, de notre assortiment qui est négocié en commun avec Carrefour. Sur la politique fournisseur, je veux être précis parce que c'est au cœur du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Depuis 2008, nous avons référencé et accompagné des centaines de PME françaises, des centaines de marques, des entrepreneurs engagés dans la bio. Nous avons vu naître des marques, nous leur avons offert leurs premiers débouchés, nous leur avons ouvert notre vitrine en ligne, nous les avons aidés à construire leur offre, à trouver leur clientèle. Une grande partie de ces marques aujourd'hui sont plus grosses que nous, gagnent plus d'argent que nous, et on est très contents puisque c'est exactement ce que nous avons voulu faire depuis le premier jour, c'est-à-dire contribuer au développement de ce secteur de la bio spécialisée qui nous paraît essentiel dans une trajectoire vers une alimentation plus saine et plus responsable. Notre relation avec les fournisseurs, elle est basée évidemment sur le respect mutuel et la durée. La plupart de ces fournisseurs nous accompagnent depuis l'origine. Nos négociations annuelles, puisque vous avez évoqué le sujet, se déroulent en général très sereinement. Nous ne vivons pas véritablement la pression couperet du 1er mars, puisqu'en général nous avons fini bien avant de nous mettre d'accord avec nos fournisseurs. Nous ne pratiquons pas de déréférencement brutaux, nous ne facturons jamais de pénalités logistiques, et évidemment nous n'utilisons pas ces éléments-là comme des leviers de négociation commerciale. Ce n'est pas une posture, c'est un modèle et une nécessité dans la bio spécialisée, et je pense que mes confrères le confirmeront, la confiance des fournisseurs est un actif dont on ne peut se passer. Deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est notre place dans la distribution bio spécialisée. Il faut que vous ayez une image claire de ce que représente le e-commerce bio spécialisé aujourd'hui dans la distribution alimentaire française et dans la distribution bio spécialisée en particulier, puisque quand on parle de leader, ça peut laisser entrevoir une image un peu différente. En réalité, le marché du bio spécialisé en France, vous le savez, est dominé par le commerce physique, avec des géants comme Biocoop et un certain nombre d'autres enseignes de magasins physiques comme La Vie Claire, Bio C'est Bon, Naturalia, SoBio, pour en citer que quelques-uns. Le e-commerce bio spécialisé, dans son ensemble, représente, alors c'est compliqué d'avoir une évaluation extrêmement précise, mais je dirais environ 5% de ce marché. Je vous dis ça parce que vous voyez que c'est un canal en croissance, mais c'est encore un canal qui est extrêmement minoritaire par rapport à l'ensemble de la distribution bio spécialisée. Dans ce contexte, le poids évidemment que nous avons dans les négociations commerciales avec nos fournisseurs est structurellement limité. Pour la grande majorité de nos fournisseurs, nous ne sommes pas du tout leur premier client, ni un client dominant. Biocoop, les réseaux de magasins spécialisés et parfois la grande distribution pèsent bien davantage que nous dans leur équilibre économique. Ce que je veux dire par là, c'est que nos fournisseurs ont des alternatives. Ils choisissent de travailler avec nous, ils ne le font pas par défaut ou par contrainte. Cette réalité inverse un peu la logique de rapport de force et globalement, nous ne sommes pas véritablement en mesure d'imposer des conditions. Nous sommes en position de devoir les convaincre de travailler avec nous. Troisième point, une précision sur notre modèle qui est donc un modèle hybride qui combine ce qu'on appelle retail ou e-commerce traditionnel et marketplace. Depuis 2021, nous opérons ce modèle hybride puisque nous avons lancé une place de marché. Donc il y a deux composantes. La première composante, c'est une composante, le retail, qui est une composante classique. Donc là, le modèle est très simple. On contractualise avec des fournisseurs, on leur achète des produits, on les stocke dans nos entrepôts. Nous recevons des commandes clients, nous les faisons et nous les envoyons à nos clients.
C'est dans cette partie-là de notre modèle, évidemment, que la question des marges se pose. Dans la deuxième partie, qui est la place de marché, là, nous opérons uniquement comme une vitrine en ligne. Nous ne négocions pas les prix, nous n'achetons rien. Nous donnons la possibilité à des fournisseurs de venir proposer directement leurs produits sur notre plateforme. Il n'y a donc pas de notion de marge pour nous dans cette partie-là de notre activité, puisque ce sont eux qui fixent totalement librement leurs prix. Nous, en contrepartie des services que nous leur apportons, c'est-à-dire de la visibilité, du trafic et la possibilité de faire voir et de vendre leurs produits, nous percevons une commission qui est en général fixe pour tous les fournisseurs et qui est une commission d'un niveau classique pour une place de marché qui va se situer selon les univers entre 10 et 15% du chiffre d'affaires que les fournisseurs réalisent. Oui, c'est pas négligeable, mais voilà, il faut dire qu'il faut comprendre qu'en face, nous avons des coûts qui sont très importants, notamment puisque c'est nous qui faisons toute la partie marketing et qui faisons connaître leurs produits. Voilà, donc vous voyez, ça pour vous préciser que, en fait, je pense que le sujet nous concernant aujourd'hui, c'est surtout la partie retail, dans laquelle il y a effectivement des négociations commerciales des achats, mais pas la partie place de marché. En guise de conclusion, je voulais revenir sur deux vérités qui sont très importantes pour nous. La première, c'est la réalité de nos marges. Je vous l'ai dit, nos fournisseurs, pour la plupart, gagnent de l'argent. Nous, de notre côté, et vous le verrez quand vous recevrez les chiffres détaillés, nous nous battons férocement pour atteindre la rentabilité. Ce n'est pas une complainte, c'est un fait structurel, mais il est important, et je dois vous le dire. Dans la bio spécialisée, c'est en grande partie le distributeur aujourd'hui qui prend le risque financier. Et la plupart ou quasiment l'intégralité de nos fournisseurs gagnent plus d'argent que nous. Nos marges brutes peuvent parfois frontalement apparaître plus importantes que dans le conventionnel. Mais dans la bio, il y a un certain nombre de coûts supplémentaires. Et dans le e-commerce bio, c'est encore pire, puisqu'on doit également couvrir une logistique e-commerce, des emballages responsables, des coûts d'acquisition client, une infrastructure technologique. Tout ça fait que quand on regarde la marge nette, qui est pour nous le véritable indicateur économique qu'il faut étudier, ces marges nettes sont faibles, parfois presque inexistantes, et elles doivent nous servir à couvrir nos coûts en face. Donc c'est un modèle qui est assez délicat. Dernière vérité, je finirai par ça, puisque c'est la vérité qui me pèse le plus. Nous sommes là devant vous depuis 17 ans à défendre cette distribution bio, ce secteur de la bio, en essayant de faire tous nos meilleurs efforts pour le développer. Vous le savez, c'est un marché, le marché du bio, qui a subi une correction sévère depuis 2022, après des années de croissance. Les raisons sont connues, l'inflation, la pression sur le pouvoir d'achat, mais il y en a une qu'on évoque trop peu, à notre goût, qui est le désengagement progressif de l'État sur le soutien à la filière bio. La réduction des aides à la conversion agricole bio a freiné le développement de l'offre au moment précis où il aurait fallu l'accélérer. Moins de producteurs en conversion, c'est moins d'offres, c'est des prix qui restent élevés, c'est des consommateurs qui arbitrent en faveur du conventionnel. C'est un cercle vicieux que la puissance publique avait les moyens d'interrompre et ne l'a pas fait. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons, mais juste pour vous dire que si cette commission débouche sur des recommandations, j'espère qu'elles porteront également sur les conditions dans lesquelles une filière comme la bio peut continuer à se développer, à rémunérer correctement ses producteurs et à proposer aux consommateurs français une alimentation de qualité à un prix accessible. Ce combat-là, nous, et quand je dis nous, je ne parle pas simplement de Greenwiz, mais de l'ensemble des distributeurs de la bio, nous ne pourrons pas le mener seuls indéfiniment. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions. Merci, monsieur. On poursuit avec monsieur Labatte. Merci beaucoup de m'accueillir dans cette commission. Donc, moi, je suis Nathan Labatte, cofondateur et président de La Fourche. On est un magasin bio en ligne donc je pense que je vais avoir une allocation un peu plus courte parce que Romain a quand même a pas mal balayé certains sujets. Je pense que vous l'avez compris, peut-être en préambule même de ma déclaration, on est sur un marché qui est à la fois un marché qui reste en fait petit par rapport à l'ensemble en fait de la GSS qu'on appelle donc la distribution spécialisée bio et on est de manière générale sur des relations fournisseurs qui sont, je pense, très différentes de ce que vous avez vu dans vos précédentes auditions, que ce soit avec les gros de la GSS, mais également et surtout avec la GMS. Donc je pense que c'est quand même important de le rappeler aujourd'hui, on n'a pas du tout la même relation avec nos fournisseurs. Donc pour vous dire ce qu'on fait, La Fourche, on est un supermarché bio qui fonctionne avec un système d'adhésion. Le principe, il est assez simple, c'est d'échanger du pouvoir d'achat contre de la fidélité. L'idée, c'est que vous devenez adhérent de La Fourche, vous devenez membre, un peu comme une AMAP, typiquement ce qui existe dans justement dans ce principe-là. Et pour à peu près 69 € par an, vous accédez à un catalogue de 5000 références qui sont en moyenne, effectivement, 20% moins chers que ce que vous allez trouver dans le commerce chez nos confrères. Et en fait,
ces prix-là et ce modèle-là, il est effectivement lié à un modèle spécifique qui nous permet justement de proposer des prix de ce type-là. On est une entreprise qui a 8 ans, qui existe depuis 8 ans, qui est née en 2018. Et notre fonction achat, et notamment notre fonction MDD, est là depuis 5 ans. Donc on est vraiment une entreprise assez jeune. Et voilà, la dernière chose que je voulais rappeler, c'est qu'on a un écosystème de fournisseurs qui est effectivement principalement des TPE et PME. Donc encore une fois, on n'a pas les mêmes relations avec elles. Je vais un peu refaire ma déclaration, mais du coup, je vais peut-être un peu plus courte, mais je vais me focaliser vraiment sur le sujet des marges, et en tout cas, ce qui fait la spécificité de la Fourche sur ce sujet-là. Je pense que c'est ce qui vous intéresse. Première chose que je veux dire, c'est que bien évidemment, vu notre taille, on fait à peu près, donc pour vous donner un petit peu le chiffre, on a fait à peu près une centaine de millions de chiffre d'affaires l'année dernière sur 2 pays, une partie à peu près 90, un petit peu plus en France, et à peu près 7 millions d'euros en Allemagne, puisqu'on a développé l'Allemagne depuis 2023, et avec une croissance d'à peu près une grosse trentaine de pourcents, 35%, voilà. Oui. Malgré tout, cette taille-là, elle reste assez réduite par rapport effectivement aux mastodontes que sont Carrefour ou on va dire aux plus petits mastodontes, mais néanmoins importants, que sont un Biocoop, qui sera à peu près à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc voilà, on est à peu près à 5% du chiffre d'affaires de Biocoop. Donc évidemment, nous, les prix qu'on propose, ce n'est pas des prix du tout où en fait, on va aller les chercher en mettant en péril les producteurs. C'est seulement qu'on a un modèle qui est un modèle, j'espère, un peu plus... Enfin, on a voulu recréer un modèle, un retail qui est un petit peu différent, qu'on estime un petit peu plus intelligent, mais juste parce qu'on est arrivé plus tard, tout simplement, qui permet de dégager de la marge, en fait, en proposant des prix de vente qui sont compétitifs aux consommateurs, mais sans mettre en péril les producteurs. C'est un modèle qu'on va retrouver de manière générale, notamment aux États-Unis. Un des gros leaders, on va dire, du retail aux US, c'est Costco, qui a un modèle d'abonnement, qui a un modèle d'adhésion comme le nôtre. Et en fait, on a repris ce modèle-là, justement, pour permettre de dégager de l'accessibilité aux consommateurs. Il y a 4 grands piliers, entre guillemets, de notre modèle. Le premier, c'est qu'en fait, on a moins de marques par catégorie. L'idée, c'est vraiment d'avoir une marque propre qui est là, donc on parlera plus tard de la marque propre. Donc on a développé notre marque propre, mais en fait, on se voit comme un sélectionneur plus que comme on va dire, un broker, entre guillemets, quelqu'un qui va avoir des dizaines, des 20 000, 30 000, 40 000 références. Dans un hypermarché aujourd'hui, ça peut monter jusqu'à 40 000. Et donc nous, en fait, on va vraiment sélectionner, et donc on va avoir moins de marques par catégorie, ce qui permet de massifier un peu les achats avec certains partenaires. Et entre guillemets de faire moins mais mieux, c'est-à-dire qu'avoir des partenariats avec nos marques et nos producteurs qui sont en fait plus forts, parce que tout simplement, en fait, on a à peu près 200 producteurs, là où nos concurrents vont en avoir 800. Voilà, premier sujet. Mon ordinateur a planté, c'est pas grave. Je vais essayer de continuer tout seul. Deuxième sujet, c'est qu'en fait, on a une manière, en fait, l'adhésion, donc qui est vraiment le fait de venir vers nous et de devenir adhérent pendant 1 an. Ça nous permet, en fait, de faire l'acquisition client en ligne une seule fois. C'est-à-dire qu'au lieu de venir chercher, en fait, et de payer Google, Facebook pour chaque acquisition, ce qui se fait traditionnellement sur Internet, c'est un peu penser à ça comme un pas de porte. En fait, tout simplement, sur Internet, vous pouvez réfléchir en disant qu'il y a une sorte de taxe GAFA, en fait, et que en fait, chaque e-commerçant va payer une taxe GAFA pour aller être visible sur les réseaux, etc. Nous, la beauté du modèle, c'est qu'en fait, on va la payer qu'une seule fois, et ensuite, derrière, on a une très très forte récurrence de nos commandes, et ce qui fait qu'on a un modèle où le marketing et les coûts marketing sont à peu près... sont vraiment très très bas par rapport à ce que vous allez retrouver sur Internet. Typiquement, on va payer, si vous regardez des e-commerçants qui sont un peu dans le même secteur que nous, qui peuvent payer entre 18, 20, 30% de leur chiffre d'affaires, nous on va être plutôt sur autour de 5%. Donc c'est une énorme différence en fait, et voilà. Donc ça c'est un deuxième sujet qui est très fort. Troisième sujet, c'est qu'en fait on a une plateforme logistique, une seule, à Mitry-Mory dans 93, pardon, en 77, on était en 93 pendant des années, maintenant on est en 77, depuis 2021, et effectivement, en fait ça nous permet aussi d'avoir un seul
de massifier aussi nos achats parce que en fait, nos fournisseurs vont économiser en logistique, tout simplement. On va nous envoyer une palette, un camion complet, etc. Et donc, c'est aussi plus économique pour eux. Donc là, c'est vraiment un transfert classique de marge. Et le dernier sujet, qui je pense aussi peut vous intéresser en tant qu'élu, c'est qu'en fait, on a, dès le début, pensé la fourche en voulant toucher tout le monde. Et en ne voulant pas faire du bio bobo, entre guillemets, et en voulant faire du bio pour l'ensemble des Français et des Françaises. Et donc, en fait, on a décidé de lancer ce modèle-là sans le frais. Parce qu'en fait, le frais, c'est l'offre la plus compliquée, notamment à faire en e-commerce. Et donc, on a toujours voulu en fait, pousser une offre qui est une offre, on va dire, c'est un peu l'occasion d'achat que vous allez trouver dans un drive, Leclerc, Carrefour, vous avez des gros drives. Donc, c'est un peu l'occasion d'achat mensuelle où on va en fait refaire ses placards. Et en fait, c'est une occasion d'achat qui se fait plutôt en province, moins dans les grandes villes, moins pour les urbains. Et donc, nous, l'idée, c'était vraiment de se focaliser sur cette occasion d'achat-là, parce que, c'est une des seules qui permet d'être rentable en ligne, parce qu'il y a un panier moyen qui est plus élevé. Et 2, ça nous a permis aussi de ne pas avoir les délais très courts, justement, qu'on peut avoir certains e-commerçants de livraison le lendemain. Là, l'idée, c'est vraiment de dire, en fait, on a le temps. Nous, on livre en 3-4 jours. Ça fait qu'on a des coûts de livraison qui sont moins élevés. On n'a pas la dimension frais, donc ça nous permet d'aller livrer. Là, aujourd'hui, on a un réseau de points relais qui couvre toutes les postes de France. Donc voilà, si on habite à Saulieu, pour prendre un exemple que voilà, en fait, on peut se faire livrer à la poste de Saulieu. Et je ne sais pas s'il y a un Biocoop ou s'il y a en fait un magasin bio à Saulieu, mais la réalité, c'est que voilà, en tout cas, on a des zones, on a 46% de nos membres, de nos adhérents qui vivent à la campagne. Et en fait, ça, c'est entre guillemets bénéfique à la fois pour eux, parce qu'on va les pousser contre on va dire, des déserts alimentaires, ou en tout cas des endroits où en tout cas on ne va pas avoir accès facilement à une offre engagée. Et ça nous permet aussi, nous, derrière, effectivement, d'avoir un modèle qui est plus rentable. Et voilà. Donc voilà, vous avez un petit peu les 4 piliers de la fourche. Aujourd'hui, pour rentrer un peu dans le sujet de la partie achat, on a une fonction achat qui est divisée en deux, qui est divisée entre les marques nationales et les marques propres. La marque propre est très importante pour nous parce que ça nous permet de donner de l'accessibilité à nos membres. Et donc, on a à peu près 7 personnes qui sont sur la partie marque propre et 5 personnes qui sont sur la partie marque nationale. Et ensuite, je pense que je vais un peu paraphraser Romain, mais l'idée, c'est qu'on a, encore une fois, je le redis, on a des relations qui sont effectivement très différentes de celles que vous allez attendre, je pense, des grands groupes. Nos négociations, elles se font de manière assez sereine. Voilà, on n'a pas effectivement cette deadline du 1er mars, on ne va pas déréférencer, référencer. On a des partenariats très long terme, et puis il y a un sujet en fait très fort, c'est juste que souvent on est contraint par notre taille. On est contraint par notre taille parce que on est des nains, donc on ne peut pas imposer grand chose. On est contraint par notre taille sur la MDD également, parce qu'en fait on ne peut pas faire appel à des gros faiseurs. Et pour les gens avec qui on travaille, en fait on travaille aussi avec des PME et des TPE sur nos produits à marque propre. Et donc on n'a pas la capacité non plus de faire peut-être des appels d'offres chaque année pour remettre en cause, pour aller chercher du prix chaque année. Non, en fait l'idée c'est qu'on a un partenariat souvent qui est, on a différencié peut-être 3 marques sur des sujets de qualité la plupart du temps, sur des sujets un peu compliqués, mais on n'a pas du tout cette capacité, entre guillemets, à aller pressuriser notre amont. C'est pas du tout notre but. Et effectivement, pour finir, on a aussi voulu cranter notre engagement. Enfin, nous, on est notre 3 fondateurs. On a fondé la fourche avec vraiment cette idée de dire qu'on veut démocratiser la consommation responsable, que le bio, les 2 principaux facteurs, c'est la confiance et le prix. Enfin, d'ailleurs, c'est plutôt le prix et la confiance. Si on arrive en fait à casser ces 2 barrières à l'achat, c'est ça qui va permettre de massifier la consommation bio et engagée. Et donc, on fait ce travail-là depuis 8 ans avec vraiment beaucoup d'ardeur. Et aujourd'hui, en fait, on voit plus de 60% de nos adhérents en fait augmentent leur consommation de produits bio grâce à nous. Donc on va pas seulement entre guillemets piquer des parts de marché. En fait, on va étendre le marché. Et c'est ça qui nous rend le plus fiers, c'est le fait de dire qu'en fait on permet à des personnes, et notamment des personnes qui sont, on va dire, la classe moyenne, quand on regarde nos adhérents, c'est vraiment la classe moyenne, de mieux consommer. C'est ça qui nous rend le plus fiers. Et on a cranté ça effectivement, nous également, dans nos statuts, via aussi le statut spécial de société à mission. Ça, c'était l'année dernière. Parce que, en fait, il y a 2 raisons. Ça permet de cranter notre impact.
et légalement, c'est-à-dire que ça a une force légale qui est très intéressante pour nous, et ça permet aussi, ça nous oblige, entre guillemets, parce qu'en fait, vous devez effectivement être au courant qu'en fait, on est ensuite audité via un OTI, et pour nous, c'est aussi une manière justement d'être très transparent vis-à-vis de nos adhérents sur toutes les dimensions d'impact qu'on essaie de pousser. Voilà. Rebonjour. Je vais vous présenter donc mon entreprise qui s'appelle labellevie.com, entreprise que j'ai cofondée avec mon associé Alban Vincop il y a 10 ans. Pour vous remettre un peu de contexte, on est beaucoup moins bio, on se considère comme une entreprise logistique et technologique. Notre postulat de départ a été que les urbains aujourd'hui ont un peu moins de temps de faire les courses, parce qu'ils ont des occupations avec le travail, avec les enfants et leurs loisirs. Donc nous, notre travail, c'est de livrer les courses rapidement, où le e-commerce en général le livre entre 24 et 48 heures et un peu plus. Nous, notre délai de livraison aujourd'hui sur Paris et Île-de-France est aux alentours de 2h30 en moyenne, avec un catalogue de 20 000 produits. On est beaucoup moins sur la qualité bio du catalogue, mais on est plutôt un site agnostique, c'est-à-dire qu'on essaie de vendre ce que les gens veulent. Aujourd'hui, la part de bio chez nous représente entre 15 et 20%. Parce que nos clients sont plutôt des clients qui considèrent leur temps et veulent leurs produits rapidement. On est moins sur des clients qui ont envie d'aller chercher du local et du bio, même si c'est très important d'en avoir dans notre offre, et on fait beaucoup de promotions sur ça, on pourra en revenir. Mais nos clients ont envie de remplir leur placard, avoir du bio, avoir de la viande, avoir du bon poisson en une seule livraison et rapidement, parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire le lendemain. Donc ça, c'est l'offre de La Belle Vie, celle qu'on a montée il y a 11 ans. Le système logistique est assez simple. On a un grand entrepôt dans Paris. On achète et on revend, avec des marges qu'on peut comparer à celles de mes confrères. Mais comme mes confrères, nous avons derrière, il faut payer les sièges, l'acquisition, et évidemment une logistique qui est inédite, puisque nous sommes aujourd'hui l'un des rares acteurs français à faire de la livraison qu'on appelle rapide et de manière rentable, puisque en termes de chiffres, donc comme mes confrères, nous faisons plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires et nous avons atteint la rentabilité au résultat net en 2024 et on l'a répété en 2025. Quand on parle de résultat net, sur les dizaines de millions que nous faisons, on parle de moins de 1% de résultat net. Donc je pense, comme mes confrères, que nous ne sommes pas les personnes qui prennent la plus grande partie du gras. En termes de relations avec le fournisseur, nous avons 300 fournisseurs, entre 300 et 350. On a un gros fournisseur qui nous permet d'accéder à des marques nationales et négociées. Donc on a un partenariat avec la coopérative U depuis 2020 et ceci représente 55% de nos achats et c'est là où on va acheter en majorité les marques nationales et les grandes marques, celles qu'on ne peut pas négocier en étant trop petit. À côté de ça, nous avons des centaines de fournisseurs avec qui nous avons des relations assez saines. Et comme mes confrères d'à côté, on ne les pressurise pas et on ne les déférence pas parce qu'on n'a pas réussi à avoir les bons prix. En direct, on doit en avoir aux alentours de 300, 350. Les seules raisons du déréférencement, c'est des raisons comme pour beaucoup d'épiciers de qualité et de produits qui ne trouvent pas leur clientèle chez nous. Merci beaucoup. Donc on va donner la parole à Madame la rapporteure pour quelques questions. Alors, je vais commencer par une question à vous trois, et puis après, je vous poserai peut-être des questions spécifiques, parce que vous n'avez pas tout à fait le même modèle. La première question que je voudrais poser à vous trois, c'est sur la péréquation. Comment vous fixez les marges et comment vous faites de la péréquation entre produits dans votre offre? Est-ce qu'il y a des produits est-ce que vous margez tous les produits avec le même taux de marge en vous disant, ben voilà, 35%, enfin, je ne sais pas, vous ne l'avez pas donné, quelle est la différence quelle est votre marge opérationnelle, mais enfin, admettons que vous me disiez, on a une marge identique sur l'ensemble de nos produits ou non. Ça, je veux bien que vous me disiez. Et sinon, qu'est-ce qui fait la différence?
Et je veux bien chacun une réponse et après j'aurai des questions spécifiques. Ouais. Bah, alors nous, je dirais qu'on fait assez peu de péréquation. Enfin, c'est pas du tout l'esprit en tout cas dans lequel on travaille. En fait, en revanche, on a des stratégies d'offres qui sont ce qu'elles sont, dans le sens où on va typiquement définir pas forcément par... Enfin, il y a des catégories déjà qui sont plus ou moins margées, mais qui, entre guillemets, de fait, sont plus ou moins margées par rapport à, en gros, en fait, ce qui se passe sur le marché. Et ça, en fait, on le subit, entre guillemets. C'est-à-dire que vous alignez sur la grande distribution. En fait, exactement, par exemple, c'est-à-dire que si jamais on a... Et donc on peut se retrouver... Je vous donne un exemple précis qui est vieux, mais donc j'ai pas les chiffres exacts, mais on a développé nos légumes en conserve, donc ratatouille, courgettes en sauce tomate, etc. On était très surpris de voir que quand on a regardé les prix, effectivement, on se retrouve face à des péréquations, puisque nous, on a des prix d'achat qui sont à peu près les mêmes, hein, entre des courgettes et des aubergines, ça ne change pas grand-chose. Mais en revanche, le prix en face affiché par les confrères de la GMS était beaucoup plus bas sur la ratatouille que sur l'ensemble des autres légumes. Donc ça, c'est effectivement de la péréquation. Donc nous, on a décidé typiquement de ne pas faire ça et de mettre en fait des prix qui soient plus ou moins les mêmes sur cette catégorie. En revanche, effectivement, il y a des impératifs par catégorie qui existent. Parce que des catégories sont plus bataillées. Je ne sais pas, le lait, typiquement, je pense que vous avez dû voir dans les auditions qu'en fait, il y a des catégories qui sont tout simplement plus bataillées. En revanche, donc nous, on fait assez peu de péréquation. On essaie d'être transparent, entre guillemets, et d'avoir une politique qui, en fait, qui est claire par rapport à nos membres. En revanche, on va avoir... je pense, de dire on va aller pousser certaines offres pour être peut-être un peu plus compétitif sur certaines offres, parce qu'en fait, on veut la pousser. Donc ça veut dire que sur nos offres à nous, notamment, on a une offre qu'on appelle Sachet Malin, qui reproduit un petit peu l'expérience de vrac, avec des denrées, en fait, je sais pas, des amandes, etc. On va être plus compétitif, parce qu'on considère que c'est quelque chose qui est important pour l'accessibilité. Sur notre marque propre, on va aussi avoir un petit peu plus, on va pouvoir être plus compétitif. Mais on n'a pas vraiment de notion de péréquation par catégorie, comme vous pouvez l'entendre, voilà. D'accord. Ok. Alors, un peu à l'instar de ce qui vient d'être dit, donc effectivement, nous ne faisons pas du tout de péréquation de marge. On opère, nous, on a une offre qui est relativement horizontale, ça veut dire qu'on couvre beaucoup de catégories de produits, de l'alimentaire, mais également du non-alimentaire, de l'hygiène, de la cosmétique, et c'est des univers dans lesquels les niveaux de marge sont relativement différents. Donc, on s'adapte, comme vous l'avez dit, au prix du marché. Déjà, on a des fournisseurs qui fixent des prix dans les CGV, donc on s'y adapte. Et ensuite, on essaye, évidemment, il y a quelques catégories qui sont des produits d'appel sur lesquels on va réduire nos marges parce qu'on sait que c'est important de faire venir les gens sur ces produits-là parce que c'est potentiellement des gens... C'est lesquels, par exemple typiquement, l'univers de la couche, par exemple, on sait que c'est un univers où quand on fait venir des clients par l'univers de la couche, c'est des gens qui vont avoir tendance à racheter des couches. Et on sait aussi que c'est un marché sur lequel les prix sont relativement bataillés. Donc si on veut avoir une chance de prendre position sur cette catégorie, on est obligé d'avoir des marges qui sont relativement basses. Mais ça ne se fait pas au détriment des fournisseurs, ça se fait plutôt au détriment de notre propre marge. Donc c'est des choix commerciaux, de politique commerciale pour lesquels on essaie d'être alignés. Vous avez parlé de comparer avec la GMS, donc dans notre cas, effectivement, comme je vous ai dit, on a très peu d'intersections d'offres avec la GMS, puisque la GMS, si vous regardez l'intersection d'offres entre la bio spécialisée et la GMS, c'est très faible, d'où également les 8 marques simplement qu'on a en commun. Donc en fait, on raisonne plutôt par rapport à l'ensemble de ce qui se fait dans la bio spécialisée, on regarde un peu quels sont les prix de vente de nos confrères et on essaie de se positionner de manière intelligente en gardant quand même un minimum de marge parce que je vous dis, on souffre en termes de rentabilité, et puis voilà, d'adapter notre politique commerciale aux différentes catégories dans lesquelles on est présent. Merci. Et chez vous ? Chez nous, nous allons comparer nos prix avec nos concurrents de la GMS, puisque la majorité de nos produits vendus sont aussi vendus en GMS. Ceci étant dit, on essaye d'être dans nos marges et d'être rentable, donc on est parfois un peu plus cher sur certains produits, puisque les gens qui viennent chez nous, encore une fois, valorisent plus leur temps que le prix. On est donc dans une différente catégorie de personas. Ceci étant dit aussi, c'est que sur certains produits, ces produits d'appel, on ne doit pas être trop détaché de la concurrence, puisque dans certains esprits de nos clients, il y a des produits, notamment des produits de première catégorie, comme de l'eau. On ne peut pas la vendre beaucoup plus cher qu'en GMS, sinon on va tout de suite perdre le client qui va préférer prendre sa voiture et aller au drive, par exemple. Voilà. Très bien. Donc là, je crois que
le fait que vous disiez quand même que c'est la GMS qui vous donne le là du prix, ça veut quand même dire qu'il y a une forme de péréquation, celle de la GMS qui, de fait, vous est imposée. En quelque sorte, si eux font un tarif très très bas, enfin une marge très très basse sur un certain type de produit, bah, du coup, ils vous l'imposent puisque vous regardez quand même comment ils marchent. En fait, je viens justement de vous dire que dans notre cas, alors Paul, c'est un peu différent parce que c'est pas la même typologie de produit, mais dans notre cas, on ne compare pas beaucoup la GMS puisqu'on n'a pas d'intersection d'offres avec la GMS. Oui, d'accord, mais alors, pardon, si c'est pas la grande distribution, ça peut être la distribution spécialisée bio. Vous comparez quand même le prix du marché. Quand vous dites prix du marché, ça veut, d'accord, c'est pas la grande distribution, mais c'est la distribution bio dans votre cas, c'est ça ? Bien sûr. On est Il faut avoir d'accord. une notion plus de marché plutôt que de GMS, pour être Oui, honnête. c'est ça, Effectivement, d'accord, ça, très il y a- bien. il y a effectivement Oui, une notion de marché. vous allez plutôt regarder ce que fait Biocop, ce que fait Naturalia, etc. Et donc, eux, par contre, on a vu qu'ils ne faisaient pas tellement de péréquation, parce qu'on les a reçus aussi tous les 4 ou tous les 5. Alors, moi, j'ai quelques questions sur, comme vous avez la spécificité d'être à distance, enfin, de faire de la vente à distance sur la livraison. Je voudrais savoir combien pèse la livraison dans le coût global, dans le découpage d'un prix dans votre business model. C'est quoi? C'est 1%, 5%? Quel est le coût de la livraison? Le coût de la livraison Ouais, elle-même, ouais. nous, c'est entre 10 et 15%. Entre 10 et 15%. C'est un D'accord. coût qui est assez important. Oui, nous, c'est dans le même ordre de grandeur, une douzaine de pourcents à peu près. Ah oui, quand même, oui, c'est beaucoup. Logistique et livraison ou vraiment que livraison? Que livraison. D'accord. Et vous? Ça fait partie de notre modèle d'avoir travaillé ça, donc on se situe plutôt entre 8% et 10%. Et alors vous avez eu des soucis quand même en termes de livraison, parce que vous avez repris Frischti, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas? Tout à fait. La Belle Vie, vous reprenez Frischti, qui avait eu quand même de gros problèmes, puisqu'il y avait du travail dissimulé, il y avait... Alors, c'est deux choses différentes, donc c'est deux entreprises c'est qui pas- sont différentes. Je sais, Oui. vous les avez repris, mais vous avez, j'imagine, été très vigilant à ce point-là, cet élément-là. Oui, j'ai été extrêmement vigilant puisqu'on n'adapte pas du tout le même circuit logistique pour vous remettre en place et vous décrire le modèle de Frischti à l'époque. C'était un modèle de dark store, donc qui transformait des boutiques physiques en entrepôts urbains, ce qui est interdit par le PLU. Oui, oui, je vois bien. Et les livreurs livraient à 15 minutes aux alentours de le dark store en vélo. Je vois très bien. Sauf que nous, on a un entrepôt central dans Paris qui se situe dans le 12e arrondissement, et faire à vélo avec 3 ou 4 sacs de livraison, puisque notre panier moyen par rapport à Frischti est 5 fois plus élevé, donc c'est 4-5 sacs de livraison. Donc vous avez traversés. changé, c'est ça que vous nous dites, vous avez changé Tout à fait. Vous n'avez pas du tout la même logistique que ceux que vous avez rachetés, c'est ça que vous nous dites? On a repris cette entreprise-là et on n'a pas du tout la même logistique que Frischti. Au contraire, nous avons imposé notre logistique à cette entreprise. D'accord, très bien. Mais on voit quand même que c'est des frais importants. Oui. C'est juste que je comprenne, alors quel était l'intérêt de racheter, qu'est-ce qui vous a amené à racheter cette entreprise? Alors nous, on était très intéressés par Frischti parce que sur deux sujets. Le premier sujet, ça nous apportait un nouveau segment de produits qui étaient les plats préparés. Aujourd'hui, quand vous faites les courses en GMS ou si vous voyagez de temps en temps aux États-Unis, vous allez voir des food courts à la fin des caisses ou en GMS, un rayon ultra frais où vous pouvez acheter vos plats du midi et du soir. Nous, on était très intéressés par Frischti puisqu'il avait créé un savoir-faire qui permettait de bien avoir une grosse catégorie de produits, beaucoup de choix, de la qualité équipée aux clients. C'est le premier choix. Le deuxième choix, évidemment, était la marque Frischti. Et ça nous permettait aussi d'ouvrir un nouveau segment de marché qui était le B2B, donc la vente aux entreprises qu'on n'avait pas encore chez La Belle Vie. Je vous remercie. Alors, je veux bien qu'on revienne sur la fixation des prix. Donc, j'ai entendu ce que vous disiez sur la péréquation, mais je voulais savoir comment vous fixiez vos prix, parce que vous réussissez en ayant des modèles qui sont proches. Alors, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y en a. Vous nous avez expliqué que vous avez un système d'abonnement. Vous n'avez pas d'abonnement, si je ne me trompe pas, et vous avez. Pardon, je crois que vous avez un système d'abonnement. On a un système d'abonnement uniquement sur les segments entreprises. Donc c'est la livraison des plats préparés Frischti. Ouais, c'est mais ça. aujourd'hui, nous sommes, je Uniquement crois, sur pas de La Belle Vie. Donc voilà, on voit que vous avez des systèmes qui sont différents. Vous n'avez pas du tout les mêmes paniers moyens. Est-ce que vous avez les uns et les autres des positionnements différents qui expliquent ça? Et surtout, comment du coup vous fixez les prix
parce que je constate aussi que vos prix sont différents. Parce que là, j'ai un comparatif de vos prix, puis c'est facile, vous êtes sur Internet, c'est facile de faire un comparatif. Hein, du coup, je vois que vous n'avez pas des prix qui sont semblables. On peut aller sur un même produit, ça va de 1,36 € à 1,99 € quand on regarde sur, je sais pas moi, sur le lait, vous allez de 1,10 à 1,78, etc. Donc vous avez quand même, si on regarde les 3 offres, des fourchettes de prix très différentes. Si chacun, vous pouvez nous dire... On a probablement des politiques de prix différentes, puisque je pense qu'on n'a pas le même persona de clients, où nous, on va beaucoup plus être les urbains, on va dire les franciliens qui ont un pouvoir d'achat qui est plus élevé, c'est une première chose. Sur le comparatif, on peut comparer, mais je pense qu'on doit être à peu près dans les mêmes prix, sur la même typologie de produits, la même marque. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on peut... Sur le lait, il y a les premiers prix qui vont être parfois à moins d'1 € et des prix haut de gamme qui vont être au-delà de 2 € de litre. Donc ça, nous, on va le proposer à nos clients. Donc on va proposer une entrée de gamme, mais aussi une premium. Des produits comparables, bien sûr. On a pris soin de comparer les produits comparables. Ok, d'accord. C'est une question de personnel. C'est clair, c'est aussi une question de marché et de positionnement. Donc ça, vous y répondez clairement. Et ça, c'est votre liberté commerciale. Moi, c'est juste pour comprendre, en fait. C'est pas du tout. Je commente pas. J'espère que tous trois vous réussirez un beau taux de croissance. Mais dites-moi. De la même manière que ce que vient de dire Paul, en fait. C'est-à-dire que, d'abord, heureusement, c'est une bonne nouvelle, parce que si on avait tous les mêmes prix sur tous les produits, ça serait louche. C'est vrai. Donc, ça prouve bien qu'on agit tous de manière indépendante dans notre politique commerciale. Ensuite, évidemment, on a des positionnements qui sont un peu différents. Nous, on est sûrement plus transverse, avec plus de produits, plus de catégories. Paul, plutôt peut-être un petit peu plus positionné CSP+. La Fourche peut-être plus spécialisée encore avec un système d'abonnement en massifiant leur volume, etc. Enfin, on a tous des positionnements qui diffèrent un petit peu. Donc moi, il me semble logique que le résultat final de ça, ce soit des prix qui soient différents. Et puis je rajouterai un dernier élément, c'est que en termes d'animation commerciale, on a tous aussi, j'imagine, des plans d'animation commerciale, des moments promotionnels qui sont différents, etc. Donc vous pouvez vous retrouver à un instant T avec des produits qui ont des prix relativement différents. Après, si on regarde l'immense majorité, ou quand on regarde des études de comparaison de prix, évidemment, les positionnements diffèrent, vous en avez qui vont être globalement moins chers que d'autres, mais on n'est pas non plus sur un rapport de 1 à 100. Je veux dire, ça reste quand même dans une relative cohérence. Oui, c'est différent quand même, je vous assure. Je vous donnerai mon tableau si vous voulez. Je ne vais pas le dire là ici parce que ça n'est pas, c'est pas une enquête approfondie, mais je constate quand même des prix très différents. Donc, il peut y avoir des prix différents sur des produits, on va dire individuels, mais effectivement, nous, ce qu'on regarde, c'est plutôt une cohérence globale de l'offre et une compétitivité par rapport en fait à nos concurrents sur l'ensemble de l'offre. Et donc, bien sûr que nous, on a de toute façon on a une empreinte nationale. On a un seul prix national, donc en fait ça peut aussi arriver que par rapport à des concurrents, là on va parler en physique, mais par rapport à des concurrents physiques, en fait on est très bien placé dans une ville et moins bien placé dans l'autre, parce qu'en fait justement c'est une politique qui diffère, qui est locale en fonction de chaque magasin et chaque concurrent local. Donc oui, nous ce qu'on pilote et ce qu'on regarde, c'est notre on va dire compétitivité globale sur notre offre complète. Et je pense que Romain a raison, en fait on a des modèles qui sont tous très différents. Déjà en termes de nombre de références, on a 5000 références, ce qui est effectivement, ce que j'ai entendu, c'est effectivement beaucoup moins. Un modèle de marketplace qui affiche pas du tout les mêmes prix, puisque un modèle de marketplace comme celui de Greenwiz, typiquement, ce n'est pas du tout Romain qui va définir sa politique de prix, c'est le producteur ou c'est le fabricant. Donc en fait, ça peut aussi du coup donner des prix affichés sur Internet qui sont totalement différents. D'accord, donc, ça, très bien. Faire attention, c'est pas forcément Romain. C'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être ça le sujet, parce que je t'ai étonné des fois, oui. D'accord. Très bien. Alors, j'ai une question pour vous deux, messieurs Labatte et Roy. Pourquoi vous vous êtes lancés dans la MDD, tous les deux ? Ça a été un choix, en fait, d'avoir sa propre marque distributeur. Ça a l'air important pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Parce qu'il existe des entreprises qui font des produits, des bons produits dans le bio. Alors, il y a plein de raisons à ça et plein de bonnes raisons au fait de lancer une marque distributeur. D'abord, je vous donne une raison qui ne saute pas forcément aux yeux. Vous savez que pour des entreprises de notre taille, il est très coûteux
de faire de la publicité et très coûteux de faire ce qu'on appelle du branding, c'est-à-dire de faire de la promotion de notre marque. Quand vous vendez un produit à votre marque, de fait, vous avez dans votre cuisine, dans votre salon, un produit sur lequel vous voyez la marque apparaître et c'est un moyen indirect de faire de la publicité, de faire de la présence de marque, puisque vous avez des gens qui voient votre marque toute la journée. L'autre aspect, c'est qu'il est important dans notre marché aussi, pour chacun d'entre nous, d'être en capacité de se différencier. Or, on est dans un secteur, la bio spécialisée, dans lequel on a pas mal de marques en commun, parce qu'il y a des grands faiseurs, il y a des grandes marques, vous connaissez tous le pain des fleurs, enfin ce type de marque, on a tous les mêmes, enfin je veux dire pour une grande partie. Donc c'est important aussi d'être en capacité de créer de la spécificité, nos produits à nous, qu'on a développés selon un cahier des charges spécifique, parfois avec nos clients, parfois tout seul. Donc ça aussi c'est un deuxième aspect qui est intéressant. Le troisième aspect, c'est que ça nous permet sur certaines catégories de produits, d'avoir des marges qui sont un petit peu supérieures à ce qu'on a sur les marques nationales. Attention, c'est pas très supérieur. Dans notre cas, c'est des marges un petit peu supérieures, puisque pour la raison qui a été évoquée tout à l'heure, on n'est pas non plus des gens qui vendons des millions d'unités de produits, donc on ne peut pas faire appel à des très gros faiseurs, donc on n'a pas non plus des marges qui sont mirobolantes sur notre MDD, mais c'est quand même un univers dans lequel on marge un petit peu plus que les marges nationales. Donc voilà, pour l'ensemble de ces raisons, avoir notre propre ligne de produits à notre marque, créer nos produits spécifiques, fidéliser la clientèle sur les produits qu'ils ne peuvent trouver que chez nous, puisque de fait, ce sont les produits de marque Greenwiz, et puis avoir des marges un petit peu plus confortables parfois sur certains produits. Effectivement, je vais rajouter, c'est à peu près les mêmes sujets. On a un premier sujet qui était de vouloir justement être accessible et démocratiser justement la consommation bio-responsable, et donc proposer notre marque propre. C'était effectivement sur les principales unités de besoin consommateurs. C'était quand même vraiment intéressant pour nous. Ça permettait d'avoir moins d'intermédiaires, d'aller plus en direct avec l'amont, avec des producteurs ou avec des fabricants. Ça veut dire aussi moins de dépenses marketing. Il y a une partie des marques nationales, en fait, la marge, le prix des marques nationales vient aussi de dépenses marketing. C'est ce qui est normal, hein, ça fait partie du jeu. Et donc des produits qui sont effectivement moins chers que leur équivalent en marque nationale. Nous, dans notre cas, il y avait un vrai sujet pour fédérer une communauté d'adhérents. Nous, chaque produit en fait qui a été créé à la Fourche a nécessité la co-création. Donc en fait, ça peut être un questionnaire assez long sur quel type de packaging, quelle origine, où en fait on va montrer aux adhérents à la fois l'impact sur le prix, si on fait venir une huile d'olive d'Italie, de France ou un blend de chaque pays, mais également l'impact carbone. Donc en fait, on a vraiment ce mécanisme pour en fait aller montrer en fait un peu les contraintes de la production d'un produit et être très transparent. Et ça permet. Et donc dans d'autres cas, c'est des tests, des dégustations. Dans des cas plus faciles, c'est juste une question qui est la grande question sur ce produit-là. Mais donc l'idée, c'est vraiment en fait de pouvoir aussi engager nos membres. Et effectivement, c'est je dirais, c'est pas fait en détourné, mais c'est vraiment une manière en fait d'engager notre communauté. Et en fait, on est une entreprise qui se base très fortement sur la communauté. On a une base d'adhérents et pas de clients. Et donc ça, c'était en fait tout à fait naturel d'aller justement leur proposer une marque qu'ils allaient co-créer et co-définir avec nous. Il y a un sujet de marge, effectivement, qui, je suis d'accord avec Romain, vu notre taille, en fait, on n'a pas des marges qui sont totalement décorrélées, d'autant qu'on est souvent un petit peu plus accessible sur notre marque, parce qu'on peut l'être, parce qu'en fait, on estime que on peut aller un petit peu plus loin quand c'est à notre marque, parce c'est nous qui portons justement cette baisse de marge. Et ensuite, il y a un dernier sujet, c'est quand ça nous permet aussi parfois, sur certaines catégories, d'aller plus loin que les offres de marque nationale, d'aller chercher, d'avoir des sujets où on va aller mettre certaines catégories en adéquation avec nos engagements, sur le Nutri-Score, sur un score carbone plus bas, sur plein de sujets. Et donc ça, j'ai une référence là en tête, c'est des trucs tout bêtes, hein, des conserves de légumes au naturel. Je ne sais que parler de conserves de légumes, mais en fait sur celle-là, en fait, on avait un rayon avec des produits qui étaient faits en France, origine France, des produits ingrédients français et des produits qui ne l'étaient pas. Donc on a refait cette catégorie-là avec un de nos fabricants, mais en ayant une politique 100% France. Et donc parfois, ça nous permet en fait, pour le même prix, donc on ne va pas faire de baisse de prix, voire on fait parfois une augmentation de prix, mais d'augmenter entre guillemets l'engagement de nos produits. Donc ça, c'est aussi vraiment intéressant, parce qu'en fait, du coup, on arrive à allier accessibilité et engagement fort sur les matières premières. Ça, c'est dans vos MDD, hein. On est d'accord?
Dans vos marques Dans notre marque propres. distributeur, exactement. C'est une des raisons pour lesquelles en fait on pousse aussi, parce que un exemple très récent, on a sorti un jus de grenade qui est un jus de grenade français avec des grenades en France, c'est pas commun. Et donc parfois sur certains sujets, en fait, on va aller vraiment plus loin sur les engagements grâce à la marque propre. Alors, pour la Belle Vie, je veux bien que vous nous expliquiez un peu plus la relation partenariale avec U. Donc, vous avez dit 55% de vos achats se font, c'est ça, se font avec Système U. Donc, il s'agit quoi? Des marques nationales? C'est des marques c'est des marques déjà. Donc, les grandes marques comme la maison Coca-Cola, Cristalline, ce genre de choses. Ouais. Évidemment aussi la marque distributeur Système U. Voilà. Et on agit comme peut-être un franchisé coopérative U, c'est-à-dire qu'on achète leurs produits, ils nous mettent à disposition un catalogue de produits avec des prix conseillés de vente et nous on achète ces produits-là et on adapte nos prix avec leurs prix conseillés. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi U? J'imagine que vous êtes allé voir tous les distributeurs à ce moment-là. Alors, vous imaginez très bien, je suis parti tous les voir. Il n'y en a qu'un qui m'a ouvert la porte, c'est la coopérative U. D'accord, ok. Très bien. Les autres n'ont pas voulu non, c'était pas leur modèle. Enfin, ça a été les plus bienveillants envers nous. Et on est très vite allé travailler avec eux. Voilà. Très bien. Donc... Pourquoi? Oui, vous l'avez un petit peu expliqué. Donc, vous n'êtes pas uniquement bio. Vous choisissez, vous êtes plutôt urbain, c'est ça? On est plutôt urbain, agnostique, c'est-à-dire que notre travail, c'est d'avoir le plus beau catalogue possible de tous les produits et les livrer les plus rapidement possible. Après, ça, le plus beau, ça ne veut rien dire. Le plus beau, ça pourrait être le plus bio. Le plus large et aussi le plus beau. On essaye d'avoir des produits de qualité, des petites marques d'entreprises qui se lancent et qui, nous sommes pour eux leur premier distributeur. Donc j'emploie le mot de la beauté, parce que c'est pour ça que vous l'avez vu dans notre... Oui, mais il vaut mieux préciser ce qu'il y a derrière. Tout à fait. D'accord. En volume et en valeur, ça représente quel pourcentage le bio? 20%? Entre 15 et 20%. C'est ça, entre 15 et sur toutes les catégories. D'accord. Très bien. Alors, à la Fourche, j'aimerais bien que, du coup, vous nous parliez du système d'adhésion, puisque vous êtes les seuls à avoir opté pour ça. Comment ça fonctionne? La première commande, elle coûte 60 € de plus? Non, en fait, je vais vous faire vraiment le parcours client classique. En fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous arrivez chez nous, vous avez un mois d'essai gratuit, 30 jours pour tester le service. Et donc, en fait, vous allez, entre guillemets, faire une première commande. Et au bout de 30 jours, on va vous débiter une adhésion annuelle. Et ensuite, chaque année, en fait, on débite cette adhésion à nos adhérents. L'idée qu'on a, c'est qu'en fait, à partir de plus ou moins 2 commandes, on a rentabilisé cette adhésion et ensuite ça permet de faire des économies. Donc c'est un peu la promesse qu'on tient à nos adhérents. C'est cher quand même. Vous dites 2 commandes, mais c'est quand même 60 € l'adhésion, non? Alors nous, notre panier moyen, il est assez élevé. En fait, encore une fois, on est vraiment sur le... on est 3 fondateurs provinciaux et en fait, on avait tous, je vous fais vraiment le pitch classique de la Fourche, mais en fait, on a quand même... on a tous cette image de nous derrière le caddie le samedi avec notre maman, parce que malheureusement 86% de nos adhérents sont des adhérentes, donc la charge mentale elle est quand même toujours du côté des mamans. Et avec un panier qui est un peu le panier mensuel, on n'y va pas chaque semaine chez Leclerc faire un espèce d'énorme panier qui fait 100, 200 € etc. Donc nous, notre panier moyen, il est au-dessus de 100 €. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, on est vraiment sur cette occasion d'achat qui est un peu... fond de placard, quoi, tout simplement. Donc nos top ventes, c'est de l'huile d'olive, la sauce tomate, les couches, etc. Et donc on n'est pas sur l'occasion d'achat du frais, on a justement besoin de toucher, on est vraiment sur l'occasion d'achat qui est plutôt je remplis mes placards et mon cellier. D'accord. Donc à peu près le rythme de commande qu'on veut avoir avec un adhérent, c'est à peu près 1 fois par mois. Donc c'est un peu cette occasion un peu mensuelle. Et donc, voilà. Et donc ensuite, effectivement, on propose des produits. Et je tiens à préciser quelque chose parce qu'on a parlé de promotion. Nous, on ne se sent pas concernés par les promotions parce qu'en fait, nos prix ne sont pas des promotions. Ce sont des prix juste qui sont. On a des prix bas. On constate en regardant votre catalogue que vos prix sont assez bas. C'est ça. Donc comment vous pouvez afficher des prix quelquefois moitié prix par rapport
La moyenne, on n'est pas à moitié prix, on est à peu près à 20%. Donc, comment on y arrive avec une marque propre qui est intéressante, qui fait qu'en fait, on peut aller un petit peu plus loin dessus. Et puis ensuite, c'est un petit peu les 4 piliers dont j'ai parlé dans le préambule. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à d'autres modèles, en fait, on arrive à baisser le prix justement parce qu'en fait, on paye moins en marketing qu'un modèle classique e-commerce que vous allez retrouver. Parce qu'en fait, c'est la fidélité de nos adhérents qui fait qu'on peut, entre guillemets, leur rendre ce pouvoir d'achat. C'est le fait que en fait, nos adhérents restent 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et qui commandent avec nous. C'est ce système-là qui est gagnant-gagnant, qui est le fait qu'en fait, nous, on a on a une prévision sur les volumes. Et ensuite, il y a une stratégie d'offre et d'assortiment dont on a parlé qui est beaucoup plus réduite et condensée. Oui. Et donc, ça veut dire qu'en fait, je vous donne un autre exemple. Traditionnellement, il y a 3 huiliers en bio qui travaillent sur à peu près les mêmes catégories d'huile. En fait, nous, on n'en a qu'un seul. Il fait 90% du rang. On a décidé de prendre un et on a décidé de se dire, sur chaque unité de besoin consommateur, je ne sais pas, l'huile d'olive, en fait, on va avoir 1 ou 2 fournisseurs. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir des meilleures conditions d'achat et de le répercuter à nos adhérents. Très bien, je vous remercie. Peut-être pour GreenWiz, vous avez une partie du site qui est consacrée au déstockage. Vous pouvez nous expliquer ce choix ? Oui, bien sûr. C'est un peu la même logique que l'anti-gaspi, vous le mentionnez pendant votre question, mais c'est un peu le même esprit en fait. Oui, d'accord. Excusez-moi, on est dans une logique d'accompagnement de nos fournisseurs aussi sur ces catégories, c'est-à-dire qu'on permet en fait à nos fournisseurs d'écouler des invendus, des fins de série. Vous savez, il y a souvent des changements de gamme, par exemple avec des changements de packaging, où ils se retrouvent avec beaucoup de produits sur les bras. Et donc nous, on a trouvé ça vertueux, puisque ça nous permet à la fois d'aider ces fournisseurs à écouler ces marchandises qui, sinon, en général, finiraient à la benne, et aussi de proposer du coup à nos clients des prix très réduits, puisque ces industriels se défendent ces produits à des coûts de vente plus bas. Voilà. Donc c'est doublement vertueux, puisque ça permet d'aider les fournisseurs et ça permet de proposer à nos clients des prix plus réduits. D'accord. Et c'est vraiment du déstockage, c'est-à-dire que ce sont eux qui vous disent tel et tel produit, il m'en reste tant, c'est une fin de stock, je ne les mettrai plus en... Enfin, voilà, alors en fait, une raison ou une autre. Chronologiquement, si vous voulez, au lancement de ces catégories, il y a eu un petit travail proactif de notre part, puisqu'on a fait le tour de nos fournisseurs, leur disant, écoutez, voilà, on pense à lancer ces catégories. Si vous avez des produits qui sont concernés, si on peut vous aider, vous nous dites. Donc au début, c'était quand même un travail assez proactif de notre part. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu inversé. C'est plutôt eux qui nous contactent, nous disant, au fait, j'ai ça qui me reste sur les bras. Est-ce que ça vous intéresse pour votre déstockage ? Voilà. Vous ne faites pas de déstockage les uns les autres ? Si, on a exactement le même vous type avez aussi d'offre, notre anti-gaspi et qui est basé sur les mêmes conditions. D'accord. C'est pas tout à fait pareil, l'anti-gaspi que le déstockage. Pour vous, c'est pareil ? Pour nous, c'est relativement similaire. Alors, au tout début, anti-gaspi, c'était vraiment centré sur l'alimentaire, parce que cette notion de gaspillage alimentaire, déstockage, c'est plus large et vous allez retrouver beaucoup de produits non alimentaires dans le déstockage. D'accord. Et vous ? On en fait très peu, oui. On en fait très peu. Parce que ça ne se pose pas, parce que Système U ne vous dit pas j'ai des déstockages, parce que vous n'avez pas les connexions, parce que ce n'est pas votre positionnement. Ce n'est pas notre positionnement, tout simplement. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la bonne santé économique de vos entreprises, si je peux le dire ainsi, en tout cas pour vous qui ne faites que du bio, ou essentiellement du bio, par rapport au marché bio ? Parce qu'on voit que le marché bio est un peu en berne, mais par contre, vos entreprises fonctionnent bien, en tout cas pour La Fourche et GreenWiz. On va dire qu'en termes de croissance, on va dire qu'on est plutôt sur une bonne pente. C'est plutôt ça. Alors, nous, si on fait un petit peu, si on rétropédale et on regarde, en fait, donc je vais un peu reprendre ce que disait Romain. En fait, ce qui est vrai, c'est que le marché bio, alors déjà va mieux. Je pense qu'il faut quand même dire que depuis 2025, c'est reparti. Et donc, il y a une croissance qui est là et qui, d'ailleurs, on le sent. Tout le monde les négociations aussi ont été, je trouve, très sereines cette année, si vous voulez un peu le climat, parce qu'en fait, on parle de croissance et donc, c'est plus la même chose qu'il y a quelques années. Et donc, de notre côté, quand on parle de croissance, etc., c'est quand nous, on a un effet quand même qui est un effet anti-inflation. C'est-à-dire que dans un marché où en fait il y a une inflation énorme, que ce soit en bio ou en conventionnel, en fait la Fourche a quand même un modèle qui est contre-cyclique, parce que comme par essence, en fait, on propose des prix qui sont quand même des prix compétitifs. En fait, on a pu justement tirer notre épingle du jeu durant ces années-là. Et
auparavant, on va dire, si vous voulez la période avant, on avait une période qui était une période plutôt de Covid, où effectivement le e-commerce a aussi été fortement sollicité, et donc c'était un canal qui avait vraiment émergé à ce moment-là. Donc je dirais que voilà, si vous regardez un peu la santé, en tout cas la croissance de notre entreprise, il y a ces deux effets-là qui sont des effets quand même qui sont vraiment intéressants. Et puis ensuite, je pense qu'effectivement il y a un côté où on apporte une valeur qui n'est pas la même, qui est justement une valeur où, en fait, une valeur qui n'est pas censée être le prix, mais c'est aussi une valeur de sélection. Donc une valeur où on va sélectionner les meilleures marques, une valeur où on va créer des produits à notre marque qui sont des produits, je pense, qui sont plébiscités par nos adhérents. C'est bête, mais en moyenne, nos produits La Fourche, c'est 4,6 sur 5 en termes de notes. Donc en fait, c'est des produits qui marchent et qui plaisent. Et donc voilà, c'est ce modèle-là. Et ensuite, une accessibilité géographique forte, je le répète parce que c'est important pour nous, qui fait que, en fait, on va forcément tirer notre épingle du jeu aussi sur l'ensemble du territoire. Alors pour ma part, deux choses. D'abord, à quoi juge-t-on la bonne santé d'une entreprise? Est-ce que c'est à son pourcentage de croissance ou à son niveau de rentabilité? Je vous laisserai juger. Nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de pourcentage de croissance, on n'est pas sur les mêmes niveaux que mon voisin de droite. On est sur des niveaux qui sont plus conformes à ceux du marché. Et par contre, comme je vous l'ai dit, en termes de rentabilité, on n'est pas très rentable. La rentabilité est un vrai sujet chez nous. C'est d'ailleurs le sujet qui nous occupe le plus et qui fait qu'on ne se démène pas pour faire de l'hypercroissance, on se démène pour essayer de pérenniser notre modèle et de le rendre durable le plus longtemps possible, puisqu'on trouve incompatible en fait le fait de promouvoir une consommation durable avec un modèle qui ne le serait pas. Donc voilà, donc je ne vais pas vous dire qu'on est en mauvaise santé, mais en tout cas je n'ai pas l'impression qu'on soit particulièrement en meilleure santé que le secteur du bio dans sa globalité. D'accord. Ah bon. C'est intéressant. Très bien. Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant, peut-être pour ceux qui achètent directement, mais enfin pour vous aussi, puisqu'il y a 45% des produits que vous achetez en direct. Comment vous vous assurez, en fait, que la matière première agricole est bien sanctuarisée? Comment vous, enfin, voilà, dans vos achats, comment vous assurez que les lois Egalim sont respectées? Non, mais comment ça assure, en fait, on a forcément la discussion avec nos fournisseurs, et donc on prend en compte, en fait, on sanctuarise cette MPA. Très souvent, c'est plutôt l'option 1, parce qu'en fait, on a un tissu de PME, de TI, donc voilà, certains n'ont même pas de CAC ou de tiers, donc on ne va pas la trouver sur l'option 3 d'Egalim, mais donc on va être vraiment sur une discussion avec eux, et effectivement, dans lequel, en fait, on a une discussion sur les matières premières, mais pas que, d'ailleurs. Là, la semaine dernière, on a reçu des notifications post-négociation sur forcément l'inflation liée au gasoil, enfin au pétrole, et en fait, on va aussi répercuter des prix liés à ça. Donc, de manière générale, en fait, on a une approche qui est quand même une approche, je pense, qui n'est pas du tout dans la même, comment dire, dans la confrontation, comme ce que vous allez pouvoir avec des grands groupes et des grands FMCG en général, des Nestlé, des Danone, enfin des grands groupes alimentaires où voilà. Nous, en fait, on a une approche qui est beaucoup plus mesurée avec nos fournisseurs. Bon, dans notre cas, évidemment, comme vous l'imaginez, nous respectons scrupuleusement les différentes lois Egalim. Nous avons un mix d'options 1, 2 et 3. Nous sanctuarisons absolument la matière première agricole. Je vais même vous dire, de par le type de relations qu'on a avec nos fournisseurs qui sont basés sur la durée et le fait de les accompagner, ce serait absurde de ne pas respecter, de ne pas sanctuariser les MPA et MPI. Donc évidemment, on a des négociations annuelles qui se basent sur les CGV des fournisseurs, et ensuite, en cours d'année, nous sommes particulièrement réceptifs et ouverts à toute information remontant de nos fournisseurs sur des hausses de matières premières agricoles ou de matières premières industrielles. Que vous répercutez, en fait. Absolument. En direct. Et vous, monsieur Lé? Donc c'est un peu un mix de mes deux confrères. Évidemment, on a des relations assez ouvertes avec nos différents fournisseurs qui on a confiance et qui nous montrent toute la documentation possible sur les différentes matières premières. Et tout au long de l'année, s'il y a besoin, on peut rectifier à la demande de nos fournisseurs, tout simplement. D'accord. Vous pouvez rectifier, mais est-ce que vous le faites? On le fait, ouais. Vous le faites, ouais. D'accord. Très bien. Vous avez des questions, la présidente? Parce que moi, je suis arrivée au bout de mes questions. Oui, alors j'ai quelques questions un petit peu complémentaires pour rebondir sur les différents sujets abordés. Juste pour dire, en fait,
le prisme de la rentabilité, c'est le prisme de notre commission d'enquête, puisque nous, notre sujet, c'est de savoir comment le modèle aujourd'hui, qui concerne le producteur, le transformateur, le distributeur, comment il peut tenir voilà, dans un contexte où on voit bien les difficultés que rencontrent les producteurs et les transformateurs et les distributeurs, comme vous le dites. Voilà. Donc on est vraiment dans le prisme. Et donc nous, notre sujet, c'est, même si on a tous des sensibilités, c'est pas trop de savoir s'il y a plus de bio ou moins de bio, mais ce serait plus finalement de savoir si c'est de la production française. Vous voyez, comment on solidifie notre système de production locale. Je voudrais revenir sur le sujet. Est-ce que pour vous, c'est un argument de vente? Est-ce que vous avez le sentiment que vos clients sont aujourd'hui sensibles et finalement font un acte aussi engagé, j'entends engagé bio, mais engagé aussi Totalement. Production française? Voilà. Donc première Ça, question, je peux est-ce que vous le commencer, ressentez dans vos différentes pratiques? Nous, on a clairement un angle en fait, qui va au-delà du bio, qui est sur certains sujets, et dont l'origine France. Et je le mets en exergue parce que beaucoup de gens parlent de fait en France, mais pour nous, c'est pas assez. Entre guillemets, il y a beaucoup de faiseurs qui peuvent faire en France, mais en fait, qui sont basés en France. C'est déjà très bien, puisqu'en fait, ça veut dire que c'est de l'emploi français. Mais effectivement, nous, on va plus loin et on veut justement avoir. Donc, on a à peu près, je n'ai plus le chiffre exact, mais il me semble qu'on a à peu près 27% de nos marques propres, typiquement, dont l'ingrédient principal est origine France. Oui, et ça compte énormément pour nos adhérents. Voilà. Pour nous, c'est un peu notre cheval de bataille avec, sur des denrées qui ne sont pas produites en France, le café, etc., les produits, le fair trade. En fait, c'est les deux gros, on va dire, si on va au-delà du bio, si on veut schématiser, côté La Fourche, les deux sujets qu'on veut vraiment pousser, c'est origine France pour tout ce qui est produit en France et fair trade pour ce qui ne peut pas l'être. Un autre exemple, ça veut dire, c'est des choses qui pour nous font du sens, mais sur les fruits et légumes, par exemple, on va avoir un cahier des charges qui est très strict, qui veut dire que dès que la saison commence en France, on se fournit en France, on est capable de le faire. Bien sûr, on respecte les saisons, c'est un peu le b.a.-ba, mais ensuite, on peut aller en Espagne ou en Italie au tout début de la saison, mais ensuite, dès qu'en fait le produit sort en France, même s'il est plus cher, on va en fait passer sur du français. Et un autre exemple, c'est on va pas du tout, s'il y a une saison en France ou en Europe, on est un peu plus large que ça, sur un fruit exotique, typiquement la mangue ou l'avocat, mais en fait, on va considérer que c'est une saison européenne et donc du coup, on ne va pas le proposer si la saison n'est pas en Europe. Voilà, pour vous donner un petit peu, à être cohérent en fait dans sa politique amont. Alors, deux éléments. D'abord, je voudrais resituer le débat sur l'origine des produits, parce que parfois il y a un peu de confusion. Donc, il faut savoir que le coût l'impact du transport dans l'impact carbone d'un produit, c'est à peu près 14%. Donc, parfois, on fait croire aux gens qu'il vaut mieux acheter un produit mal fait en bas de chez soi qu'un produit bien fait en Italie ou en Espagne. D'un point de vue purement environnemental, c'est complètement faux. Donc, c'est important de le dire. Deuxième point, évidemment, l'origine France est un critère fondamental à la fois pour nos clients et pour nous. Et nous faisons toujours le choix français lorsqu'on peut le faire. Il y a par contre certaines catégories de produits où on ne peut pas le faire. Et encore une fois, si le choix se pose chez nous en termes, est-ce qu'il vaut mieux acheter un produit très bien fait, avec de très bons ingrédients, juste de l'autre côté de la frontière espagnole, ou un produit moins bien de notre côté de la frontière, excusez-moi, c'est peut-être notre sensibilité européenne qui parle, mais on choisira le produit espagnol. Il n'en reste pas moins que l'immense majorité de nos fournisseurs sont français. On travaille essentiellement avec des PME françaises et on essaie toujours de favoriser l'origine France. Oui. Vous regardez leur sourcing Oui. Nous, on a une grande gamme de produits frais. C'est ce qui fait aussi la particularité de la Belle Vie en termes de fruits et légumes, mais aussi en termes de produits frais en général. On sent de plus en plus une attractivité sur des produits made in France, et tant mieux. Mais encore une fois, on essaye d'utiliser, d'avoir le maximum de produits à tout prix. Donc on peut avoir de la tomate qui vient d'Espagne au même moment et de la tomate française au même moment. Et on laisse le choix à nos clients de prendre le produit qui le convient. Ensuite, sur les produits frais, évidemment, type la fromagerie, on est obligé presque de faire du produit français et de l'AOP. Et ça, c'est particulier aussi de la Belle Vie, puisqu'on a une grande gamme de ces produits-là. Donc, on va dire que pour nous, les produits français sont importants, nous sommes français, mais c'est aussi un atout marketing que l'on utilise. Voilà. Oui. Alors, dans le même état d'esprit, comment est-ce que vous gérez les promotions avec vos fournisseurs ?
Nous, on fait très peu de promotion parce qu'en fait, comme on a une politique de prix bas toute l'année, en fait, on ne change quasiment pas nos prix. Ça se compte sur, je pense, une dizaine. Enfin, on change très peu. Et en fait, c'est souvent en bonne intelligence avec le fournisseur. Donc, on est déjà, même pour resituer, le taux de démarque en GSS est beaucoup plus bas qu'en GMS. Je pense que vous avez dû le voir avec les acteurs de la GSS. Il me semble qu'il est à 4%. Je ne suis pas certain de ce chiffre, donc je me mets de mémoire. Il est autour de 4%. C'est quand même très bas par rapport à d'autres, à la GMS. Et nous, dans notre cas précis, La Fourche, on est sur un modèle en fait où on ne fait pas de promotion. Voilà. Alors, nous, on a on le gère de façon assez classique, somme toute, c'est-à-dire qu'on a des plans d'animation commerciale qui sont négociés avec nos fournisseurs, qui nous arrangent. Donc, certains moments de l'année où on va conjointement organiser des promotions sur certaines typologies de produits. L'immense majorité de nos promotions reste sur notre marge. Hein. C'est plutôt des outils d'animation commerciale. Donc, c'est plutôt nous qui allons financer ces opérations. Voilà, c'est comme ça. Ça peut arriver si ça fait partie d'un plan d'animation commerciale négocié, mais aujourd'hui, la majorité, c'est plutôt des promotions qu'on va financer nous. C'est un peu le même cas que chez mon collègue de chez Greenwiz, Romain. On suit les animations commerciales si on en a avec les différents fournisseurs, ou sinon quand il y a la promotion, on l'assume nous. Puis, alors, je finis juste, je redonne la parole à Madame la rapporteure. Dans le contexte que vous avez commencé à évoquer, là, qui impacte quand même le prix des carburants, est-ce que vous avez le sentiment que vos clients, du coup, ont plus recours à l'e-commerce? Voilà. Est-ce que vous sentez qu'il peut y avoir, que ça peut bouger un peu les curseurs? Alors moi, je suis au contraire convaincu que en fait, l'e-commerce est une solution quand il y a une inflation du carburant. 83% des Français. Ouais, d'accord. Vos clients le ressentent comme ça? Alors, ouais, parce qu'en fait, 83% des Français font leurs courses en voiture, leurs grosses courses en voiture. Donc nous, en fait, on le voit, et d'ailleurs, on est 3 fois plus au-delà de l'aspect juste praticité, notamment dans les campagnes. On est en moyenne, en gros, sur nos ensembles de nos adhérents, on est 3 fois plus efficace en termes d'impact carbone, justement parce qu'en fait, on se bat contre des allers-retours de 10, 15, 20 km pour aller au supermarché du coin. Mais pour être honnête, depuis là, ces quelques semaines, j'ai pas du tout ressenti une inflexion liée à ce sujet précis. Alors, on peut préciser aussi que peut-être la bio, de manière générale, est un petit peu moins sensible que le conventionnel, puisque souvent, c'est des produits où il y a moins de transport, justement, parce qu'il y a plus de local ou de national, et donc c'est pas forcément aussi impacté que certaines catégories dans le conventionnel. Après, pareil que Nathan, enfin, moi, on ressent pas grand-chose pour l'instant là-dessus. Moi, ce qui me pose souci plutôt, parce que c'est toute la chaîne de valeur qui est importante dans l'e-commerce, c'est ce qui se passe avec les entreprises de transport qui elles, sont très fortement impactés par ces hausses de carburant. Donc on paye tous des taxes dans nos prix de transport. Donc là, à un moment donné, la question se posera de la réévaluation de ces taxes si vraiment ces entreprises sont en difficulté, puisque dans notre modèle, ces entreprises de transport sont un chaînon absolument indispensable. Concernant la belle vie, non, on n'a pas reçu, on n'a pas senti encore le problème de la hausse des carburants. Vous êtes moins impacté du fait de votre modèle? Beaucoup moins impacté, oui. Mais je pense que pour le consommateur, ça va être un calcul, monsieur, effectivement, où il va y avoir le surcoût lié à la réévaluation des taxes, mais il va y avoir aussi le calcul du consommateur qui dit est-ce que je prends la voiture? Enfin, voilà. C'est un point, à mon avis, sur lequel il faut être vigilant. Madame la rapporteure? Alors, j'avais une question sur vos produits végétaux. Je voulais savoir, comme c'est un peu à la mode en ce moment, comme vous avez une clientèle, alors vous n'avez pas la même clientèle, mais je pense à la clientèle urbaine en particulier, et vous me direz si je me trompe, ou une clientèle spécialisée très axée sur le bio. Est-ce que vous avez donc développé des produits spécifiques ou une offre spécifique végétale? Ça, c'est le premier point. Et est-ce que cette offre, elle émergeait de la même manière que les produits classiques? Parce qu'on a quand même tendance à... Pour préciser, quand vous parlez de produits végétaux, c'est d'alternatives à la viande? Oui. Ou de produits végétaux en général? Non, d'alternatives à la viande, je pense à ça. Alors pour notre part, on n'a pas encore développé. Alors on a une offre de tofu, mais au-delà de ça, on n'a pas d'alternative à la viande développée en interne en MDD aujourd'hui.
D'accord, et vous n'avez pas d'offre. On a un pour vos clients. rayon. Vous avez un rayon quand même. Exactement, mais en revanche, on a un rayon qui est très développé et qui répond à une vraie demande de nos adhérents. Et la politique de marge sur ce rayon, c'est ça? Je ne saurais pas vous répondre, je peux vous donner les détails, mais j'ai pas la marge de la catégorie en tête. Si vous pouvez nous l'envoyer, ça je veux bien que vous nous précisiez ça par écrit, par mail. Ouais, très bien. Merci. Le rayon vegan, les alternatives végétales, c'est un rayon qui est très, très fort chez nous, en termes notamment de croissance. On n'y pratique pas de marge particulièrement plus élevée ou moins élevée que dans les autres rayons. C'est le même principe de politique commerciale que pour le reste. D'accord. Donc, vous ne surfez pas sur la vague? On surfe pas sur. On pourrait dire qu'on surfe sur la vague d'un point de vue commercial, puisqu'on essaie d'avoir le rayon le plus complet possible et d'être la réponse idéale pour quelqu'un qui cherche à s'alimenter comme ça, mais on surfe pas particulièrement sur la vague en termes de marge. D'accord, très bien. D'ailleurs, on ne surfe jamais particulièrement sur la vague en termes de marge. J'ai cru avoir compris. Pour nous, c'est une catégorie qui devient importante, puisque de plus en plus de demandes sur le végétal, mais en termes de prix, on agit exactement de la même manière qu'avec les autres fournisseurs. Il n'y a pas de traitement particulier. C'est-à-dire, vous appliquez une marge classique, votre marge souvent, habituelle. une marge classique, et je pense qu'en termes de pourcentage de référence, on se fournit tout autant chez Coopérative U sur le végétal. D'accord, C'est pareil. ok. C'est eux qui négocient pour vous. Tout à fait. D'accord, très bien. Je vous remercie. Est-ce que vous distribuez des marques territoriales? Moi, assez peu, parce que j'ai un réseau national, et donc j'ai assez peu de marques locales. Parce qu'en fait, c'est plus lié à mon... Alors, c'est plus lié à mon modèle logistique qui est. On s'entend bien, parce qu'en fait, nous, on a eu une table ronde avec les marques Braise, voilà, Bretonne, machin. Oui, on voit que dans les territoires, il y a des marques qui sont liées. Voilà. Donc, c'est bien de ça qu'on parle. Voilà. Ouais, oui, bien sûr. C'est juste qu'en fait, c'est plus dur pour nous. Vos clients ne demandent pas trop ça. Alors, il y a sur certains, bien sûr, qu'on va avoir quelques spécificités régionales, mais on sait qu'elles vont être surpondérées sur une région. On va avoir les Spätzle pour l'Alsace, et puis voilà. Mais on sait que c'est plutôt de ce côté-là qu'on va avoir des ventes. Mais on a en fait vu notre modèle logistique, qui est un modèle logistique d'entrepôt central. On a la localité de l'offre est moins forte chez nous. Oui, je comprends. C'est pareil, en fait, la définition du local quand vous faites du e-commerce avec un entrepôt centralisé, c'est assez étrange. Ça voudrait dire qu'il faudrait prendre des produits autour de l'entrepôt si vous voulez respecter le vrai critère de localité, ou autour de chez le client. Donc ça n'a pas beaucoup de... Non, on n'a pas de politique particulière sur la marque. Vous pourriez avoir un assortiment de marques locales. Oui, alors on a plein d'assortiments de marques françaises. Si vous regardez notre assortiment, dedans, vous allez trouver des marques locales, probablement. Mais je veux dire, ça ne correspond pas à un axe commercial particulier. Non. D'accord. Il n'y a pas de stratégie particulière, mais on vend et on distribue des marques locales, oui. Notamment sur le frais, assez régulièrement, frais et légumes. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaiteriez porter à notre connaissance que nous n'aurions pas abordés? Ouais, moi, non. Merci pour vos questions. Moi, j'aimerais juste effectivement revenir un petit peu sur le rôle de l'État et effectivement votre rôle sur la bio. Et effectivement, je vais continuer à pousser ce que Romain a dit en préambule. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a eu énormément de secousses sur l'agriculture biologique et un désengagement assez profond de l'État depuis quelques années. Et en fait, au-delà on le voit avec certains scandales, même sur la santé, etc. Il y a tout le sujet du cadmium en ce moment, etc. Je pense qu'il faut vraiment, comme moi, j'aimerais vous alerter sur ce sujet-là, que c'est un sujet qui est vraiment important et que ça peut mettre en péril, à savoir tous les écosystèmes de fermes et d'agriculteurs bio qui quand même représentent en fait une partie importante, et notamment une partie importante des nouveaux agriculteurs et de ceux qui reprennent la relève. Donc voilà, je pense qu'il y a un rôle à jouer en fait des pouvoirs publics pour un petit peu reprendre le flambeau. Voilà. Je n'ai rien ajouté. Rien ajouté. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, n'hésitez pas... Merci beaucoup. Bon, je crois que vous avez reçu les questionnaires. Voilà. N'hésitez pas à compléter s'il y avait des éléments qui vous semblent importants. Merci beaucoup.